Bonjour. Donc cette présentation va être en binôme, avec Sébastien Huard du bureau d'études Ingérop et moi-même, Véronique Genoulas, qui suis chargée de mission eau pluviale à la commune de Vitrolles. Donc Vitrolles, en fait, pour un rappel historique, fait partie des villes nouvelles. Donc c'est fortement développé entre les années 70 et 90. L'imperméabilisation qui allait être liée à ce nouveaux aménagements allait conduire à des apports importants d'eau vers le milieu récepteur qui est sur Vitrolles-la-Cadière. Pour éviter en fait le risque d'inondation étant relativement élevé déjà dans les communes en aval de Vitrolles, c'est-à-dire Marignane et Saint-Victoré, il avait été acté dès le démarrage du développement urbain de la commune de mettre en place dans chaque quartier aménagé des bassins de rétention. Pour ce faire, pour mieux gérer cette gestion des eaux pluviales, un schéma pluvial qui date de 1974 a été mis en place et qui a permis de dimensionner ces ouvrages de rétention. La commune dispose également, avant 2011, de documents tels que des cartographies du réseau et également de certains documents qui permettaient d'avoir une gestion des eaux pluviales, notamment dans la zone industrielle des Estroux-Blancs. Mais peu de connaissances nous permettaient d'apporter aux aménageurs des éléments techniques fiables, cohérents et justifiés. Avant 2011, nous avions également un plan d'occupation du sol dans lequel n'était pas annexé de zonage pluvial. Et le règlement du POS avait une approche très minimaliste de la gestion des eaux pluviales, étant donné que la philosophie était le renvoi des eaux directement au réseau pluvial. On était loin des problématiques de rétention à la source dont on parle aujourd'hui. Donc à partir de ce bilan, nous avons listé plusieurs besoins. Certains étaient de mieux connaître le réseau pluvial, de mieux connaître son fonctionnement hydraulique, pour enfin avoir un outil fiable, complet, pour mieux aménager la ville, pour continuer à l'aménager telle qu'elle avait été aménagée dans les années 70. Donc nous avions des besoins, mais nous avions également des obligations. Les obligations qui sont liées au Code général des collectivités territoriales, l'article L 2224-10, qui demande aux communes en fait, de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer une collecte, un stockage également, et voire un traitement des eaux pluviales. Nous avions aussi des obligations qui étaient liées à l'élaboration du PLU. Dans le cadre de l'élaboration du PLU, la DDTM avait demandé à la ville de travailler sur la prise en compte du risque inondation lié au cours d'eau de la ville, c'est-à-dire la Cadière et ses affluents, de travailler également sur le risque de ruissellement urbain pour une pluie centenale et d'intégrer dans son PLU un zonage pluvial. Donc en fonction de ces besoins et de ces obligations, on a vu très vite l'utilité d'avoir un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales mis à jour. Et donc nous avons monté un cahier des charges, de manière très classique, qui comportait 5 phases. La première phase, qui était état des lieux, c'est la connaissance du réseau pluvial et des ouvrages de ce réseau. Une phase 2 qui était le diagnostic hydraulique de ce réseau. En phase 3, en fonction du bilan qui avait été fait en phase 1 et en phase 2, des propositions d'aménagement. Et enfin, pour les phases 4 et 5, l'élaboration du zonage pluvial et l'étude de ruissellement. Ce que nous voulions par rapport à ce cahier des charges et le rendu final de ce schéma directeur, c'était de disposer vraiment à la fin d'un plan du réseau le plus exhaustif possible pour que qu'on ait réellement un outil par la suite très important, disposer d'un modèle hydraulique calé. Il ne suffit pas de modéliser un réseau sans vérifier qu'il représente la réalité,
bien prendre en compte le cheminement des écoulements de surface pour savoir, une fois la saturation des réseaux, où aller l'eau, prévoir des aménagements réalistes, c'est-à-dire tenir compte du foncier, tenir compte également des aménagements déjà qui existent, et d'avoir donc justement un zonage qui colle au mieux aux problématiques de Vitrolles, tant en termes d'urbanisation, parce que l'objectif du PLU était de construire la ville sur la ville, donc il fallait réfléchir dans cette direction, et également d'avoir des infrastructures, de prendre en compte toutes les infrastructures hydrauliques existantes. Donc la mission du schéma pluvial a été confiée à un GEROP. Je vais laisser Sébastien continuer. Donc, je vais vous présenter rapidement la méthodologie qu'on a appliquée sur Vitrolles, mais qui est transposable à tout schéma pluvial. Donc avec, dans un premier temps, un diagnostic du réseau EP. Sur Vitrolles, une des particularités, c'est les bassins de rétention. Je vous l'illustrerai après. La construction d'un système d'information géographique. Et enfin, le diagnostic hydraulique, donc pour la phase de démarrage. Donc ça commence par quoi? La commune voulait un plan exhaustif de son réseau. Ça commence par l'ouverture de tous les tampons de la commune. Sur Vitrolles, on a à peu près 110 km de canalisation d'eau pluviale, 20 km de caniveaux ou fossés superficiels, 4500 regards, donc qui ont été tous ouverts, et toutes les informations relatives au réseau, état des tampons, état des canalisations, diamètre, enfin toutes les informations possibles et inimaginables ont été relevées et synthétisées dans un SIG. La particularité de Vitrolles, c'est l'existence de bassins de rétention communaux. Alors il y a beaucoup d'autres bassins de rétention privés, mais là on s'est attaché à relever les bassins de rétention communaux qui sont les plus importants. 260 000 m3 de volume cumulé sur Vitrolles. Donc des ouvrages conséquents existants dont il faut tenir compte par la suite. Donc des levées topographiques ont été réalisées. Les ouvrages de régulation ont été levés également. Le SIG, donc c'est la base de données qui synthétise l'ensemble des informations du réseau. Donc il y a les informations sur le réseau, mais il y a aussi tout un tas d'objets qui peuvent y être rattachés. Notamment, il y a les photos, il y a des plans de regard un peu particuliers. Qu'il est difficile de représenter sur un SIG. Par exemple, là, vous avez 1, 2, 3 tampons, et quand vous rentrez dans la chambre, vous voyez tout ce qui se passe dessous. Donc, ce type d'élément qui est lié au SIG permet d'avoir une information complémentaire. Ensuite, on est passé dans la phase de diagnostic hydraulique. Donc la commune, enfin la partie urbanisée de la commune a été découpée en grands sous-bassins versants en fonction de leurs exutoires. Donc une partie, enfin la plus grande partie de la commune, ces exutoires sont dans la Cadière, qui est en limite de commune, et une autre partie l'étang de Berre. Donc ces grands sous-bassins versants ont ensuite été découpés en petites unités pour tenir compte de l'architecture du réseau et pour représenter le plus fidèlement possible les zones d'apport et les contributions globales de chaque petit quartier ou voire de chaque parcelle. À titre d'exemple, sur le bassin versant rouge là, du centre-ville, qui fait 9 km² environ, on est sur 485 sous-bassins versants, donc ce qu'on voit là, et une taille moyenne de 1,9 hectares. Donc on est sur de la discrétisation relativement fine. Véronique parlait tout à l'heure que un modèle hydraulique, c'était pas tout. Il fallait un modèle hydraulique calé, étalonné, pour qu'on soit sûr qu'il soit représentatif des phénomènes qu'il modélise. Donc, parallèlement à la reconnaissance du réseau, on avait mis en place une campagne d'instrumentation. Donc, c'est-à-dire pendant 6 mois, on a enregistré les pluies
et mesurer des débits à divers endroits du réseau, ce qui a permis d'avoir des données pour étalonner le modèle quand on a monté le modèle hydraulique du réseau. Et donc quand on a modélisé des pluies réelles, le modèle a généré des hydrogrammes, donc en rose par exemple l'hydrogramme simulé, qu'on a comparé à l'hydrogramme réellement enregistré. Et donc ça a permis d'étalonner, de caler le modèle pour qu'il soit bien représentatif du fonctionnement. Et enfin, le diagnostic du fonctionnement actuel. Donc une fois le modèle étalonné, on a injecté des pluies standards, la pluie annuelle, la pluie biennale, la pluie décennale, et on a regardé comment le réseau se comportait. Et donc là, ça doit être pour la pluie décennale. Donc tout ce qui est point rouge, c'est des zones de débordement. Donc on est là dans la zone d'activité des estrous blancs, le point bas de la commune, et qui, c'est pas une surprise d'observer ce type de désordre vu qu'ils sont observés régulièrement. Donc, en fonction de ces constatations, donc, il fallait passer à la phase aménagement. Pour ce faire, en fait, il fallait qu'on se fixe des objectifs pour dimensionner au mieux ces futurs aménagements. Donc, ça a été une concertation avec la police de l'eau et le SIARC, le syndicat d'aménagement de la Cadière, pour se fixer des objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs. Donc des objectifs quantitatifs comme donc, la non-augmentation des rejets cumulés à la Cadière, d'assurer une protection décennale pour les réseaux existants et les bassins de rétention existants, d'avoir pour tous nouveaux aménagements, tout nouveau réseau et tout nouveau bassin de rétention, une protection de période de retour 25 ans. Pour les objectifs qualitatifs, il était primordial de limiter les macro-déchets, d'essayer d'améliorer aussi la décantation des matières en suspension dans les bassins de rétention et également de jouer sur la pollution à la source en la limitant notamment le plus possible avec des enquêtes de terrain auprès des industriels et améliorer également le fonctionnement de nos bassins de pollution accidentelle. Donc, pour proposer des aménagements, il faut partir sur certaines hypothèses, notamment en termes d'imperméabilisation. On est sur Vitrolles, sur une commune qui est déjà bien urbanisée, et le développement de l'urbanisation ne va se faire que par de la densification. On n'est pas sur de l'extension. Donc l'hypothèse forte qui a été prise, c'est que l'état de référence, l'imperméabilisation, et avec l'imperméabilisation actuelle, c'était ce qui était retenu pour les aménagements futurs, sachant que toute nouvelle imperméabilisation serait compensée. Les aménagements qui ont été proposés, il y en a de deux types. On est sur une commune qui possède déjà pas mal d'équipements hydrauliques. Donc une première approche a été des travaux d'amélioration de ce qui existait. Alors ça passe par quoi sur Vitrolles? On a une quinzaine de bassins de rétention, des gros ouvrages qui ont des volumes disponibles, mais qui ne sont pas forcément optimisés en termes de gestion. Le débit de fuite, est-ce qu'il est bien adapté au regard du degré de protection recherché? Est-ce que ces ouvrages sont faciles à entretenir? On avait par exemple des bassins qui étaient inaccessibles. Pas de piste d'entretien, pas de rampe d'accès pour aller les curer. Donc des opérations relativement simples et avec des budgets limités, mais qui permettent d'améliorer sensiblement et facilement et rapidement le fonctionnement du réseau pluvial de la commune. Une autre approche a été de proposer des nouveaux aménagements quand on a épuisé les premières pistes. Donc ça se traduit par quoi? Des secteurs comme l'avenue de Marseille, là, qui n'avaient pas, ou un réseau pluvial complètement inadapté, c'est de proposer un nouveau réseau associé à des bassins.
Dans le cadre de la ZEDI des Estroux-Blancs, qui va rentrer dans une deuxième phase de réhabilitation, profiter de la réhabilitation pour reprendre le réseau pluvial qui était sous-dimensionné, associé avec un surcreusement du bassin de rétention des Bagnols qui se situe à l'aval, toujours dans l'optique de ne pas augmenter le rejet cumulé dans le milieu récepteur, la Cadière. Ça peut se passer aussi par la création, là on est sur le centre commercial Carrefour à Vitrolles, qui est une zone immense, quasiment 100% imperméabilisée et qui à ce jour ne possède aucun bassin de rétention. Donc dans le cadre d'une future restructuration, le centre commercial devra se doter d'un bassin de 12 ou 13 000 m3. Donc voilà, des aménagements plus lourds, bien évidemment, certains qui seront portés ou qui ont été réalisés par la commune et d'autres qui sont réalisés par les privés ou par d'autres aménageurs. Au niveau du schéma, ça se traduit par des fiches actions, donc qui synthétisent globalement le secteur où sont proposés des aménagements, avec un synoptique permettant de comprendre ce qui est proposé, un tableau permettant d'indiquer les objectifs ou les gains attendus générés par l'aménagement, les incidences hydrauliques. Donc on a parlé du modèle hydraulique état actuel, mais tous les aménagements ont été testés, simulé, donc ça veut dire qu'on a accès à l'incidence hydraulique à l'aval immédiat de l'aménagement, mais aussi sur l'ensemble du bassin versant. Les avantages, les inconvénients, les contraintes en termes de travaux, parce que certains ouvrages, sous une route par exemple, ça perturbe la circulation, ou des réseaux qui peuvent être profonds. Et puis ensuite un chiffrage estimatif des travaux, donc c'est un chiffrage 2013, mais on a rappelé dans la fiche action les hypothèses qui avaient été retenues donc en 2013 pour, si les travaux sont réalisés dans 5-10 ans, que les prix soient actualisés avec les bonnes hypothèses et que ça ne se limite pas juste à une action, un montant, où on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc une fois les 3 premières phases réalisées, on pouvait attaquer l'élaboration du zonage pluvial parce qu'on connaissait bien le fonctionnement du pluvial sur Vitrolles. Donc les objectifs du zonage, donc il y en avait 4. D'abord, le premier objectif, c'était d'imposer donc des mesures compensatoires qui étaient adaptées au contexte spécifique de chaque quartier. Comme on l'a vu tout à l'heure, les quartiers avaient déjà des bassins de rétention. Donc il fallait tenir compte déjà de cette rétention et ensuite aller voir à la parcelle le volume qu'on allait pouvoir imposer. Permettre donc une urbanisation sans préjudice pour les milieux récepteurs, mais également pour les riverains. Répondre aux obligations de la loi sur l'eau, du Code général des collectivités territoriales et disposer surtout d'un document opposable aux tiers et applicable sur toute la commune. Plusieurs préconisations dans ce zonage. Tout d'abord, c'était d'établir en fait une carte qui permettait donc d'imposer en fait une imperméabilisation maximale autorisée par zone homogène, d'avoir des ouvrages de rétention donc qui allaient être créés lors d'aménagement ou de réaménagement de parcelles. Mais ces ouvrages de rétention qui allaient suivre en fait des techniques bien particulières, des techniques qui allaient être à privilégier donc pour la réalisation de ces ouvrages, parce qu'il ne suffit pas de faire un trou dans une parcelle et de se dire tiens c'est bon, on a fait notre ouvrage de rétention. Et ensuite d'avoir aussi des préconisations sur les conditions de raccordement au réseau pluvial communal. Donc on a défini deux types de parcelles, des parcelles supérieures à 500 m², des parcelles inférieures et supérieures à 500 m². Pour des parcelles inférieures à 500 m², on a appliqué donc un simple ratio de 50 litres par mètre carré imperméabilisé, donc de 500 m3 par hectare imperméabilisé, ce
qui peut paraître un peu loin de ce qui est prévu dans le Sage de l'Arc, qui est de 1000 m3 par hectare imperméabilisé, mais c'est à ça qu'on revient sur la problématique. Vitrolles a déjà des ouvrages de rétention et il fallait en tenir compte. Dans ce cadre-là, on privilégie, on demande en fait que la vidange de la zone de stockage se fasse par infiltration. Pour des parcelles supérieures à 500 m², donc là, on est soit sur un raccordement au réseau pluvial, soit sur également une infiltration à la parcelle. Là, le calcul est un peu plus particulier. En fait, on calcule un débit de rejet objectif. Ce débit de rejet objectif dépend à la fois de l'occupation du sol actuel sur la parcelle qui va être aménagée et également il tient compte du taux d'imperméabilisation de la zone dans laquelle est implantée la parcelle. Si le débit en fait de rejet après aménagement est supérieur à ce débit de rejet objectif, il faudra mettre en place un ouvrage de rétention sur la parcelle. Si le débit de rejet projet est inférieur donc à ce rejet objectif, il n'y aura pas de mesure compensatoire. Donc tous les débits de rejet objectif sont calculés pour une pluie décennale et les volumes de rétention sur les parcelles sont calculés pour une pluie de période de retour 25 ans. Nous avons choisi en fait de laisser passer jusqu'à des pluies de l'ordre de 10 ans le débit de chaque parcelle parce qu'on avait déjà un réseau qui permettait, qui était dimensionné pour une pluie décennale. Nous, ce qui nous importait, c'était de protéger notre réseau pour des événements supérieurs. À partir de là, nous avions notre règlement, on va dire, mais donc il fallait qu'on ait un zonage qui soit opposable au tiers. Donc pour ce faire, deux solutions. Soit pour que le zonage ait une valeur réglementaire, donc c'est après enquête publique et approbation au conseil municipal, ou alors il fallait qu'il y ait une enquête publique conjointe avec le PLU et intégration donc du zonage comme annexe au PLU. Étant donné que le PLU était en avance sur le schéma pluvial, nous n'avons pas pu à Vitrolles faire une enquête conjointe. Donc nous avons choisi l'hypothèse 1, qui a été de réaliser au printemps 2014 une enquête publique qui comportait à la fois le schéma et le zonage, et nous avons après approuvé en fin d'année 2014 le zonage pluvial au conseil municipal. Actuellement, du fait de l'intégration dans le PLU de Vitrolles du ruissellement pluvial, de l'étude de ruissellement pluvial, le PLU a été mis en modification, ce qui nous a permis là à l'automne très récemment d'intégrer le zonage pluvial comme annexe au PLU. Donc nous avons un zonage intégré au PLU avec un règlement relativement clair. Donc maintenant il faut passer à son application en instruisant les permis de construire, les permis d'aménager, les déclarations préalables. Donc nous travaillons en partenariat avec le service droit des sols lors de l'instruction des permis. Donc tout permis, si dans un permis l'aménagement comporte donc une construction supérieure à 20 m², nous regardons donc l'évolution de l'occupation du sol sur ce permis. En fonction donc de cette évolution, nous calculons donc le fameux débit de rejet objectif et nous déterminons s'il est nécessaire d'avoir une rétention sur cette parcelle. S'il y a nécessité de mettre en place une rétention, nous travaillons donc soit en amont avec le propriétaire ou au cours de l'instruction pour positionner l'ouvrage de rétention de la façon la plus adaptée sur la parcelle. Nous demandons également en termes de préconisation de disposer d'un plan d'exécution pour valider l'ouvrage de rétention avant les travaux. Et également pour les grands projets, nous contrôlons au cours de l'exécution la réalisation de ces bassins de rétention. Et nous assurons également la conformité des ouvrages après aménagement. Donc là, quelques types de bassins de rétention. Donc sur la parcelle du dessus, parcelle résidentielle, quelque chose de très classique, une tranchée drainante qui a été ensuite intégrée à l'aménagement de la maison, une cour en gravier,
Après, donc, sur la photo de droite, dans le cadre d'un permis d'un lotissement, donc un bassin de rétention très peu paysager, mais qui fait office malgré tout de rétention. Pour des parcelles industrielles de plus grande échelle, donc la photo du bas à gauche, on était donc sur l'aménagement du parking du nouveau multiplex de Vitrolles, donc mise en place de structures alvéolaires ultra légères. Et enfin, sur la dernière configuration, on était dans l'adaptation en fait de l'ouvrage de rétention, parce que souvent dans les zones industrielles, il y a des nouveaux bâtiments qui se construisent, mais sans modification de la plateforme. Donc ça deviendrait très coûteux d'intégrer un bassin de rétention avec des réseaux du VRD. Donc on essaie de s'adapter au mieux à la parcelle. Donc là, le choix qui avait été fait, c'était d'inonder sur une largeur à peu près de 5 mètres, sur 20 cm de haut, le parking, le temps de la pluie. Voilà. Donc tout le monde était gagnant. Donc pour terminer, on va aborder la problématique ruissellement, donc qui est venue à l'issue du schéma. Donc comment prendre en compte le risque inondation dans le PLU. Vitrolles, on l'a vu, est traversé par la Cadière au sud, qui avait fait l'objet d'une étude hydraulique. D'un affluent, le Bondon, le Ravin-d'Aix, mais est surtout concerné par des problèmes de débordement de réseau et d'écoulement en milieu urbain. Donc qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé, étant donné qu'on avait le modèle de réseau, on a proposé un modèle de surface, donc qui modélise les écoulements dans les rues, couplé avec le modèle de réseau. Alors qu'est-ce que ça se traduit par quoi? Ça, c'est le modèle de réseau qu'on avait dans le cadre du schéma pluvial. On a construit un modèle de surface 2D qu'on a couplé au modèle de réseau via des échanges. En fonctionnement, pour les pluies courantes, l'eau rentre dans les canalisations ne sont pas saturées. Pour les pluies un peu plus, qui entraînent la saturation du réseau, le réseau déborde et les écoulements se font dans les rues. Donc on est sur un modèle topographique avec des mailles de 5 mètres par 5 mètres. Donc ça fait que globalement on a 2 mailles en travers sur des rues. Donc ce qui permet une modélisation relativement fine. Ça a pu être fait aussi rapidement puisqu'il y avait un lidar sur toutes les communes de la CPA et donc sur Vitrolles. Donc on avait une information sur la topographie disponible. Donc là un exemple du type de modélisation que ça peut, voilà. Donc là la pluie tombe, pour l'instant le réseau est suffisant et puis on a les premiers débordements qui apparaissent rue de Marseille, on en a d'autres qui apparaissent là. Donc là on modélise une pluie centenale. Donc qui fait vraiment déborder les réseaux, et on voit donc les axes d'écoulement qui apparaissent. Et donc là on voit par exemple dans cette zone là où on a un gros réseau qui passe dessous, mais une fois que le réseau est saturé, on est sur un vallon, le vallon naturel, et ça reprend ses droits en surface avec maintenant les bâtiments qui peuvent faire obstacle, et là notamment un gros bâtiment transversal où on voit des zones d'accumulation qui peuvent se produire. Donc à l'échelle de la commune, ça se traduit après par des cartes de hauteur d'eau maximale et des cartes de vitesse maximale d'écoulement, où on voit les couleurs chaudes, c'est les vitesses les plus fortes qui suivent les rues notamment, et puis les axes d'écoulement, on va dire naturels, qui ne sont pas forcément les rues d'ailleurs. Réglementairement, ça se traduit dans un premier temps par la production d'une carte d'aléa inondation. Alors, on est sur des problématiques un peu nouvelles, parce que jusqu'à présent, on avait des cartes d'aléa de débordement de cours d'eau. Donc une carte d'aléa, qu'est-ce que c'est? C'est le croisement de la hauteur et de la vitesse qui donne un niveau, globalement un niveau de risque. Donc ce qu'on appelle grille d'aléa traditionnelle pour des débordements de cours d'eau. Donc là, en l'occurrence, le Bondon et le Ravin-d'Aix qui confluent dans la Cadière. La Cadière n'apparaît pas là, parce que ça n'a pas été modélisé dans le cadre de ce modèle, mais elle existe bien. Et un aléa dû au ruissellement. Alors pourquoi, vous allez me dire, 2 grilles d'aléa? Parce que en termes de ruissellement, on a très rapidement en milieu urbain des vitesses fortes.
il suffit d'avoir un peu de pente sur la route, sur de l'enrobé, vous dépassez allègrement les 0,5 mètres par seconde et donc vous seriez très rapidement dans la zone d'aléa fort. Alors que, à la différence du débordement de cours d'eau, on a des vitesses fortes mais souvent des hauteurs d'eau relativement faibles. D'où une deuxième grille d'aléa. Donc pour l'instant c'est un peu expérimental parce que donc la DDTM 13, donc pour l'instant en partenariat, on a statué sur ce type d'approche. Ça ne sera pas forcément figé à l'avenir, parce qu'il risque d'y avoir des inconvénients. C'est plus compliqué aussi à traduire réglementairement d'avoir deux grilles. Donc c'est une approche qui risque d'évoluer un peu. Donc, mais globalement, comment ça se traduit au niveau du PLU, un peu la même approche que ce que disait Céline tout à l'heure, hein. En fonction du niveau d'aléa et en fonction du type d'urbanisation, de la construction globalement interdite dans les zones rouges et de la construction globalement autorisée dans les zones bleues, sachant que ça soit interdit ou que ça soit autorisé, il y a toujours des nuances, et notamment, quand c'est autorisé, pas mal de prescriptions derrière. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation.